La plupart des gens n'est pas prête à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie. Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne. Il ne se hérite pas. Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui.
Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale. Cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition. Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coup est invisible au début,
mais ils s'accumulent comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne, dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité. Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions. Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais,
en transformant chaque interruption en source d'anxiété. Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange. Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort.
Mais cette logique est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre. Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle. Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit.
Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées. Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline, pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent. Si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres. Mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain. C'est un processus d'ajustement quotidien. D'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même.
ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes. L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne. Celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas. Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours.
Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. Cet état d'esprit vous enchaîne à la déception perpétuelle, car aucun accomplissement, aucune expérience extraordinaire ne peut compenser l'incapacité à apprécier ce qui est commun. Si vous ne permettez que le bonheur d'entrer dans des événements exceptionnels, le reste de votre vie est relégué à une longue salle d'attente. Mais la maturité réside dans l'apprentissage à voir la richesse là où personne d'autre ne regarde, à ressentir une gratitude réelle en pliant le linge propre, en écoutant le murmure de la ville au petit matin, en partageant un silence avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Le quotidien est aussi la vie. Si vous ne découvrez pas comment être présent dans la simplicité, peu importe ce que vous accomplissez, il vous manquera toujours quelque chose, vous serez toujours insatisfait. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de bien regarder, que vous vous arrêtez pour savourer un repas même simple, que vous appréciez une conversation authentique, même si elle ne dure que 5 minutes, vous investissez dans un bonheur qui ne dépend pas du spectaculaire, mais de la qualité de votre regard. La valeur ne réside pas dans l'ampleur des événements, mais dans la profondeur avec laquelle vous les vivez. Là où il y a de l'attention, le sens apparaît. Cela semble inconfortable au début, car l'esprit veut de la distraction, veut de nouveaux stimuli, veut sauter d'un désir à l'autre. Mais si vous êtes capable de maintenir votre regard sur l'ordinaire, vous commencez à découvrir que la satisfaction n'est pas un objectif, mais une façon d'être. Le quotidien n'est pas une condamnation, c'est le véritable décor où se joue votre vie. Apprenez à trouver de la valeur dans ce que vous répétez tous les jours, car c'est seulement ainsi que le présent cesse d'être une formalité et devient votre véritable richesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que peu osent affronter. S'accrocher à quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est le poids du besoin, de sentir qu'il n'y a pas assez en toi sans cette personne. Nous l'appelons affection, nous le déguisons en loyauté, mais au fond, c'est une fracture dans l'indépendance émotionnelle, une dette intérieure qui ne se rembourse jamais complètement. L'attachement n'est pas une preuve d'engagement, mais une chaîne invisible qui conditionne chaque réaction, chaque pensée obsessionnelle, chaque impulsion de vérifier des messages ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Ce que tu ne peux pas contrôler ne t'appartient pas. Cependant, nous nous entraînons jour après jour à l'auto-tromperie, répétant des routines qui renforcent la dépendance et négociant notre paix intérieure contre des miettes d'attention. Lâcher prise fait mal, oui, mais rester attaché à un coût bien plus élevé, sacrifier ton identité, ta paix et même ta dignité. La liberté émotionnelle n'arrive pas par magie. Elle nécessite de la discipline, un questionnement implacable et le courage de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais fort. Aimer sans se perdre, donner sans mendier, accepter la réalité sans masque. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable, juste honnête avec toi-même. Aujourd'hui, tu apprendras que lâcher prise n'est pas abandonner, mais reconquérir ta propre valeur. Personne ne viendra te sauver. Ta paix ne se négocie pas, et ta vie non plus. 1. Observe votre attachement sans le déguiser. Vous vous mentez, vous ne sortirez pas de l'attachement tant que vous continuerez à le déguiser en amour, en préoccupation sincère ou en une prétendue connexion unique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la peur et du confort. L'attachement est une sorte de dette émotionnelle que vous vous êtes imposée et que vous continuez à alimenter chaque fois que vous consultez son profil, chaque fois que vous justifiez son absence ou chaque fois que vous inventez des excuses pour rester lié à une histoire qui n'existe plus. Personne ne vous respectera si vous continuez à négocier votre dignité pour des miettes d'attention. Et le pire,
c'est que vous n'êtes même pas capable de l'admettre sans fioriture. Arrêtez de protéger vos fragilités derrière de belles phrases et commencez à observer, sans filtre, la véritable nature de votre dépendance. La plupart du temps, ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin désespéré de vous sentir important pour quelqu'un parce que vous ne savez pas comment supporter le poids d'être seul avec vous-même. Cela ne vous rend pas spécial, cela vous rend esclave de votre propre manque. Regardez de face votre attachement, sans maquillage, sans récit qui adoucissent la vérité. Chaque fois que vous excusez vos pensées obsessionnelles en disant que c'est parce que vous tenez à lui, elle, vous vous trompez. Vous ne tenez pas vraiment à l'autre personne, vous tenez à ne pas perdre ce peu de vous que vous avez déposé en elle. Le stoïcisme ne tolère pas ces illusions. Il vous enseigne à démonter les habitudes mentales qui vous enchaînent, pas à justifier des faiblesses avec des mots sophistiqués. Vous voulez avancer, mais vous ne lâchez pas la corde. Vous voulez la paix, mais vous vous accrochez au conflit parce que vous le connaissez déjà. Préférer l'inconfort et le connu plutôt que le vide et la reconstruction est une décision, pas une condamnation. Ne continuez pas à attendre que le temps vous guérisse si vous alimentez vous-même la blessure chaque jour. Jusqu'à quand allez-vous continuer à cacher que vous dépendez émotionnellement de quelqu'un qui n'est plus là ou qui n'a jamais vraiment été là? Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de votre prison si c'est vous qui la maintenez avec la porte fermée de l'intérieur. Chaque excuse que vous utilisez, chaque message que vous relisez, chaque souvenir que vous idéalisiez, sont des briques qui renforcent le mur de votre propre attachement. Si vous n'avez pas le courage de vous observer sans masque, vous ne retrouverez jamais votre liberté. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de clarté sans une honnêteté brutale. Observez votre attachement sans le déguiser. La vérité sans filtre fait mal, mais elle libère aussi. Arrêtons de romantiser la dépendance. Le premier pas pour lâcher prise est d'arrêter de nous mentir. 2. Arrête de négocier ta paix intérieure. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton téléphone, cherchant son nom parmi les notifications, comme si cette petite étincelle d'attention pouvait te structurer la journée. Il n'a pas écrit, mais tu vas quand même sur son profil, interprétant chaque geste numérique comme un signe qui te ramène au calme. Tu prends ton petit déjeuner sans faim, l'esprit en suspens, attendant que quelque chose se passe, n'importe quoi pour justifier cette inquiétude que tu ne sais pas dissoudre. C'est le même cycle, jour après jour. Tu repousses des décisions, tu changes des plans, tu ajustes ton humeur au rythme de réponse que tu ne contrôles pas. Cette routine n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus un intérêt sincère, c'est l'habitude de hypothéquer ta tranquillité pour l'illusion que quelqu'un d'autre la gère. Derrière chacun de ces gestes quotidiens se cache une décision silencieuse, céder ta paix en échange de quelque chose d'extérieur. C'est un contrat non écrit que tu signes chaque fois que tu permets à une autre personne de déterminer ton état émotionnel. Tu te dis que c'est normal, que c'est ainsi que fonctionne l'affection, mais au fond, tu sais qu'au lieu de partager ta vie, tu la mets entre les mains d'autrui. L'attachement te convainc que si tu t'énerves, si tu t'inquiètes, c'est parce que la relation t'importe. Mais le prix que tu paies est élevé. Tu remets ta stabilité émotionnelle en petites mensualités, espérant un retour qui n'est jamais garanti. La vérité est que personne n'est obligé de maintenir ton équilibre intérieur, et tu n'as pas à le négocier comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Le moment où tu décides d'arrêter de négocier ta paix intérieure est brutalement simple, mais rien de facile. Cela nécessite d'observer avec honnêteté combien de fois par jour tu remets ton bien-être à plus tard en attendant un geste, un mot, une validation externe. L'esprit te tente avec des excuses. C'est juste de la curiosité. Je veux savoir comment il va. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais chacune de ces justifications est une fissure par laquelle s'échappe ton calme. Le stoïcisme pose une question inconfortable et claire. Pourquoi acceptes-tu que ta sérénité dépende de quelque chose que tu ne peux pas contrôler? C'est la fracture dans ton caractère que tu dois reconnaître, non pas pour te punir, mais pour prendre tes responsabilités.
Arrêter de négocier ta paix n'est pas t'isoler ni devenir froid, c'est tracer une limite intérieure, un terrain sacré qui ne se met pas en jeu, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ta sérénité n'est pas à vendre. Personne ne peut la préserver pour toi, pas même la personne que tu aimes le plus. Renoncer à cette habitude de t'auto-condamner est la véritable preuve de respect envers soi-même. Tu ne retrouves ton pouvoir que lorsque tu comprends que la paix intérieure ne se mendie pas et ne se troque pas. Elle se construit, elle se défend. Chaque fois que tu choisis de protéger ta tranquillité au lieu de la céder, tu renforces un muscle invisible qui soutient ta vie, même lorsque tout ce qui est extérieur échoue. Ne négocie pas ta paix, c'est le capital le plus précieux que tu possèdes. 3. Remets en question chaque pensée obsessionnelle. Je te l'admets, il y a des pensées qui s'emparent de ton esprit et que tu ne remets même pas en question. Tu les laisses occuper ton espace mental comme si elles étaient vraiment des vérités indiscutables, alors qu'en réalité, ce ne sont que de vieux schémas que tu as appris à traiter comme des faits. La pensée obsessionnelle ne tombe pas du ciel et n'est pas une sorte de punition inévitable. C'est le résultat d'un système mental non entraîné, une machinerie que tu n'as jamais pris le temps de vérifier. Chaque fois que tu supposes que tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne, tu évites le travail inconfortable d'analyser d'où vient cette insistance. Pourquoi cette pensée se répète-t-elle tant? Parce qu'au fond, elle te soutient une idée erronée, que si tu y penses suffisamment, tu vas trouver une réponse, un signe ou un soulagement momentané. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu t'enfermes dans un circuit fermé, où chaque tour renforce l'addiction à la même fantaisie de contrôle. L'attachement se nourrit de l'inertie mentale. Tu te réveilles, et le même monologue de toujours est déjà en cours, sans que tu prennes le temps de te demander si ce que tu penses a du sens, ou si c'est simplement automatique. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un outil chirurgical. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour disséquer chaque pensée et te demander sans anesthésie, est-ce que ce que je répète est un fait, une interprétation, une peur ou une excuse? Lorsque tu t'entraînes à identifier ces distorsions, tu commences à remarquer combien de fois tu supposes que le simple acte de penser à quelqu'un signifie que tu es toujours attaché, alors qu'en réalité, c'est juste un reflet conditionné, une routine mentale que tu peux désapprendre. Le premier pas n'est pas d'arrêter de penser, mais de remettre en question la valeur réelle de cette répétition. Souvent, la pensée obsessionnelle ne résout rien. Elle ne fait que retarder la douleur de faire face à ton propre vide. Il ne s'agit pas de lutter contre tes pensées, ni de les ignorer avec des phrases motivantes vides. Il s'agit de les observer comme si elles étaient des pièces d'un mécanisme que tu peux démonter, analyser et remonter différemment. Lorsque l'idée obsessionnelle surgit, au lieu de te laisser emporter, arrête-toi et applique un filtre. Est-ce que cela m'aide, me noie ou me fige? Si la réponse est que cela te fige, c'est le signe qu'il est temps d'intervenir. Insister sur la même chose en espérant un résultat différent est le véritable auto-illusion. Personne ne t'oblige à croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu es libre de réinterpréter, de poser des limites internes, de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait qu'alimenter la dépendance. L'esprit s'entraîne comme le corps, avec discipline, répétition et engagement. Remettre en question tes pensées obsessionnelles est le premier acte de rébellion contre l'attachement. Si tu ne vérifies pas ce que tu penses, tu finis par être esclave de tes propres récits. La liberté commence dans le filtre mental. Tout ce que tu penses n'est pas vérité, ni tout ce que tu ressens n'est destin. Tu n'es pas tes obsessions, tu es celui qui décide quelle pensée mérite de rester. 4. Reconstruis ton identité jour après jour. Une feuille blanche sur la table chaque matin attendant. D'un côté, le stylo neuf. De l'autre, les marques de café des jours précédents, cicatrices de routine qui ne se ferment pas complètement. Voilà ton identité après l'attachement. Non pas une statue brisée, mais une surface où chaque jour tu peux réécrire, même si tu ressens encore la tentation de copier les vieux paragraphes de toujours.
L'erreur la plus courante est de vouloir combler ce vide d'un coup, comme si trouver une nouvelle passion, un nouvel objectif ou un nouveau visage suffisait à masquer l'absence. Mais la reconstruction n'est pas un spectacle, ni un maquillage rapide. C'est un travail minutieux, presque invisible, qui se produit lorsque tu choisis, détail par détail, quelle partie de toi tu souhaites préserver et quelle partie ne te sert plus. Observe ton corps pendant que tu avances dans la maison. La façon dont tu te laves le visage, la manière dont tu prépares le petit déjeuner, comment tu t'habilles, comment tu marches vers la porte. Chaque geste porte l'empreinte de tes habitudes passées, même celles qui sont nées de l'attachement. Peut-être que tu continues à utiliser la tasse que vous partagiez, peut-être que tu choisis la musique que cette personne aimait, peut-être que tu remets à plus tard des projets juste pour ne pas affronter le silence. Ce sont des actions petites, presque automatiques, mais c'est là que se cache l'identité que tu dois reconstruire. Pas besoin d'un acte héroïque. Ce qui compte, c'est la constance brutale des micro-décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu choisis une tasse différente. Aujourd'hui, tu choisis de préparer un petit déjeuner pour toi, pas pour plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu portes des vêtements qui te reflètent, pas l'histoire qui est déjà terminée. Ces choix minimes sont le ciseau avec lequel tu commences à te sculpter à nouveau. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de devenir une autre personne du jour au lendemain. Il exige que tu assumes la responsabilité de ton présent. Se reconstruire n'est pas attendre de se sentir prêt, mais agir même lorsque la motivation ne se manifeste pas. Personne ne va te sauver de tes anciennes versions si tu ne prends pas au sérieux le travail de te réinventer. L'identité est un acte quotidien, pas un souvenir que tu répètes. Chaque fois que tu choisis, même pour une seconde, de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu t'éloignes un pas de plus de la dépendance. C'est un entraînement silencieux, presque imperceptible pour les autres, mais fondamental pour toi. Cesser d'être ce que tu étais par habitude et commencer à être ce que tu choisis est une révolution silencieuse. Ne cherche pas un avant et un après dramatique. Cherche la cohérence de tes petits actes. La liberté se construit dans le quotidien, pas dans les grands discours. Personne ne va écrire ta nouvelle histoire à ta place. La feuille est là, attendant que tu cesses de copier ce qui ne te représente plus. 5. Fais du soin de soi ta priorité. Si tu continues à traiter ton soin de soi comme un luxe plutôt que comme une obligation, tu vas rester coincé exactement là où tu es. Ne te trompe pas, personne ne viendra te sauver des ruines de l'attachement si tu n'es même pas capable de défendre ton propre bien-être. Crois-tu vraiment que tu vas surmonter la dépendance tout en repoussant l'essentiel ? Le soin de soi n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à plus tard, après avoir résolu tes problèmes émotionnels, car ne pas prendre soin de toi est le problème principal. Chaque fois que tu décides de sauter un repas, de ne pas bien dormir, d'ignorer le désordre dans ton espace ou de reporter cette promenade nécessaire, tu envoies un message clair. Ta stabilité n'est pas aussi importante que de rester obsédé par quelqu'un d'autre. C'est la racine de l'esclavage émotionnel. C'est la décision invisible qui renforce le cycle du manque. Arrête de trouver des excuses. Il n'y a aucune justification valable pour sacrifier ta santé par nostalgie, ni pour négliger ton corps et ton esprit simplement parce que tu n'as pas le moral. Le moral se construit lorsque tu te montres, jour après jour, que tu peux te soutenir toi-même, même si tout le reste échoue. Le soin de soi est une discipline, pas un caprice. N'attends pas de te sentir motivé pour agir. Agis et la motivation viendra ensuite. Personne ne va te récompenser pour ton abandon personnel. Personne ne va valoriser tes sacrifices invisibles. Voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, même de manière minimale, tu reprends du terrain perdu face à l'attachement. Le soin de soi est le seul terrain qui t'appartient vraiment. Si tu l'abandonnes, il ne te reste rien. Arrête de romantiser la négligence, de croire que aller mal te rend plus profond ou plus digne de compassion. Cela ne fait que perpétuer la faiblesse et la dépendance. Le stoïcisme est clair.
Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu as le devoir de gouverner ton propre espace intérieur et physique. Ton corps n'est pas un entrepôt de souvenirs d'autrui, ni ton esprit une fosse d'idées non filtrées. Le soin de soi est la ligne qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui s'abandonnent. Si tu n'es pas capable d'établir des routines minimales de soins, tu n'as pas le droit d'exiger la paix ou l'amour véritable de quiconque. Arrête de mendier ce que tu ne te donnes pas toi-même. Aujourd'hui, pas demain, c'est le moment d'exercer ce muscle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une obligation. Commence par ce qui est le plus évident. Dors, mange, range ton espace, respire. Fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tout te pèse, même si ta voix intérieure te dit que cela ne sert à rien. Cette voix est le résidu de l'attachement. Ta tâche est de la faire taire par l'action. Le soin de soi est ta frontière. Si tu ne la défends pas, tu perdras tout le reste. Personne ne va te sauver de ton propre abandon, pas même la personne que tu as idéalisée. Soit tu fais du soin de soi ta priorité, soit tu restes otage de ta propre négligence. La dignité ne se négocie pas. Ton bien-être est ta seule véritable garantie. 6. Sois votre propre source de valeur. Personne ne viendra vous valider. C'est la vérité qui fait le plus mal lorsque l'attachement commence à se désagréger. Vous avez construit votre valeur comme si elle dépendait des mains d'une autre personne. Et maintenant, sans cet applaudissement extérieur, vous sentez qu'il ne reste rien. Mais ce vide n'est pas réel. C'est juste le résultat d'années à déléguer votre estime de soi à l'extérieur, à un regard, à une réponse, à une promesse qui n'a jamais été une garantie. L'attachement n'est pas seulement une dépendance émotionnelle, c'est aussi le renoncement à vous reconnaître comme suffisant, comme si votre propre jugement n'avait pas de poids tant que quelqu'un d'autre ne le confirme pas. Toute votre énergie mentale a été dépensée à négocier votre importance, à chercher des signes que vous valez quelque chose, comme si votre propre vie avait besoin d'un témoin autorisé. Le problème est que ce mécanisme échoue toujours. Aucune validation externe n'est suffisante lorsque vous vous considérez vous-même comme insuffisant. Il y a une fracture profonde lorsque vous vous habituez à regarder vers l'extérieur pour mesurer votre valeur. Vous commencez à vivre en attendant l'approbation, l'appel, le message qui vous redonnera la sensation d'être pertinent. Votre monde tourne autour de l'attente d'être choisi, d'être préféré, que quelqu'un vous attribue une place spéciale. Cette attente vous épuise, vous rend petit, vous rend dépendant de facteurs que vous ne pourrez jamais contrôler. Reconnaître cela exige une brutalité d'honnêteté. Si votre estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais libre. La véritable racine de l'attachement se trouve ici. Vous avez appris à ignorer votre propre voix, à mépriser votre propre jugement et à vivre comme si votre présence devait être validée pour avoir un sens. Personne ne peut porter ce fardeau longtemps sans se briser. Être votre propre source de valeur n'est pas un slogan vide. C'est une tâche inconfortable et quotidienne. Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. C'est apprendre à vous soutenir sans témoin, à reconnaître votre propre effort même si personne ne l'applaudit, à respecter vos limites même lorsque personne ne les voit. Le stoïcisme vous le dit clairement. La seule chose qui vous appartient véritablement est votre jugement, votre capacité à décider ce que vous pensez de vous-même, au-delà du bruit extérieur. N'attendez pas que le monde célèbre vos petits progrès. Faites-le vous-même, car vous êtes le seul à savoir ce que chaque pas vous a coûté. La véritable valeur ne se vend pas aux enchères, elle se cultive en silence. Personne ne vous sauvera du vide que vous ressentez si vous n'êtes pas capable de le remplir avec votre propre respect. Prenez la responsabilité de votre estime, même si cela tremble, même si cela fait mal, même si l'habitude vous crie que vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas la somme des regards que vous recevez. Vous êtes la qualité du regard que vous vous portez à vous-même. Soyez votre propre témoin. Soyez votre propre garantie. 7. Brisez les habitudes qui renforcent la dépendance. Vous vous réveillez et sans trop y penser, vous ouvrez l'application de messagerie.
C'est presque un réflexe. Vous ne vous demandez même pas pourquoi vous le faites, vous suivez simplement le parcours automatique de vos doigts. L'habitude a façonné ce comportement si profondément qu'il semble faire partie de votre identité. Ensuite, pendant que vous vous préparez à sortir, vous mettez la musique que vous écoutiez ensemble. Vous ne cherchez pas à découvrir quelque chose de nouveau. Vous reproduisez simplement le script connu parce qu'il apaise, même si c'est de manière superficielle. Tout au long de la journée, chaque espace vide est comblé en consultant des histoires, en cherchant des sous-entendus, en révisant de vieilles conversations. Vous ne l'appelez pas dépendance, vous l'appelez intérêt, nostalgie, routine. Mais sous chacun de ces gestes se cache une machinerie invisible qui renforce ce que vous avez le plus de mal à briser, le lien qui vous maintient attaché à ce qui n'est plus là. Briser les habitudes qui alimentent la dépendance n'est pas une question de volonté héroïque ni d'un seul acte de bravoure. C'est une séquence de micro-décisions inconfortables, souvent invisibles aux autres, mais décisives pour vous. L'analyse commence par identifier les rituels automatiques qui soutiennent cette chaîne. Chaque fois que vous répétez une action associée à la personne dont vous essayez de vous détacher, vous renforcez la voie neuronale de l'habitude. Votre cerveau apprend à chercher du réconfort au même endroit, même en sachant que ce réconfort n'est que momentané et que le prix à payer est votre liberté émotionnelle. La dépendance ne se maintient pas seule. Vous la soutenez à travers des centaines de gestes qui semblent innocents, mais qui sont en réalité des paiements quotidiens à une dette qui ne se solde jamais. La stratégie stoïque exige de démonter ces habitudes avec précision. Observez l'impulsion avant d'agir, arrêtez la répétition et redirigez l'énergie vers quelque chose qui ne perpétue ni l'attente ni la nostalgie. Il ne s'agit pas de remplir le vide avec des distractions creuses, mais de canaliser l'attention vers des activités qui vous redonnent le contrôle sur votre propre bien-être. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas consulter le profil, de ne pas envoyer ce message, de ne pas alimenter la nostalgie, vous affaiblissez la structure mentale qui vous maintient prisonnier. La clé est de remplacer, pas seulement de résister. Changez de musique, cherchez de nouvelles routines, investissez du temps à construire des habitudes qui contribuent à votre reconstruction et non à votre enchaînement. L'attachement se dissout avec discipline, pas avec des discours motivationnels. Rappelez-vous ceci, ce que vous répétez vous définit. Si vous répétez la dépendance, vous devenez dépendant. Si vous répétez le choix, vous devenez libre. Le changement est inconfortable car il touche directement la racine de votre anxiété, mais c'est le seul véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle. Chaque habitude brisée est une fissure dans la prison que vous avez vous-même construite. Choisissez ce que vous alimentez, car c'est là que va votre vie. Arrêtez de programmer votre journée pour revenir toujours au même point de départ. L'habitude ne vous protège pas, elle vous emprisonne. La liberté est une pratique quotidienne, pas un objectif lointain. 8. Accepte la réalité sans embellissement. Je te confie quelque chose qui est même gênant à dire à voix haute. Accepter la réalité sans la décorer est l'un des exercices les plus difficiles et douloureux qui existent. Je ne parle pas de se résigner, ni de se consoler avec des phrases de développement personnel, mais de regarder ce qui est vraiment devant toi quand tu restes seul, sans témoin et sans excuse. Il y a un moment précis, presque physique, où tu réalises que tu continues à regarder ton téléphone, non pas parce que tu attends une réponse, mais parce que tu ne supportes pas l'idée qu'elle ne viendra pas. Tu te retrouves à relire les mêmes vieux messages, non par nostalgie, mais parce que tu préfères ce vide connu, plutôt que d'affronter le silence brut de ce qui n'existe plus. Le corps le ressent. Le cœur s'accélère en voyant une notification qui n'est pas la sienne. La mâchoire se tend quand tu essaies de te convaincre que ça va, mais la vérité est autre. Personne ne t'apprend à supporter cet inconfort. Tu apprends seulement à la maquiller avec des distractions et de petits mensonges quotidiens. Visualise le moment où tu es tenté de réinterpréter l'histoire pour qu'elle fasse moins mal.
Tu déplaces des objets dans la maison, tu changes les photos de place, mais chaque chose continue à occuper un espace qui ne lui correspond plus. Tu ouvres la fenêtre à la recherche d'air et tu ne trouves que le poids de l'habitude. Même les sons te dérangent, le tic-tac de l'horloge, la porte qui ne s'ouvre jamais, l'écho de ta propre respiration dans la chambre vide. Tout invite à embellir les faits, à inventer des raisons, à penser que peut-être il y a un retour en arrière. Mais la réalité est implacable. Si quelqu'un n'est plus là, il ne reste qu'à accepter le vide exact qu'il laisse. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de véritable réconfort à continuer à justifier l'injustifiable. Accepter la réalité sans embellissement signifie cesser de négocier avec les faits. Tu ne adoucis pas l'absence, tu ne sucreras pas le rejet, tu ne mets pas de filtre d'espoir sur ce qui est simplement terminé. Le stoïcisme le dit sans détour. Ce qui dépend de toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. La scène est là, aussi nette que froide. Ton choix est de la voir sans l'éditer. Le courage est de supporter cette vision sans chercher refuge dans des fantasmes. Douloureux, oui, mais aussi libérateur. La vérité n'a pas besoin d'explication. La vérité réclame seulement d'être vue telle qu'elle est. Cet entraînement est brutal, justement parce qu'il t'oblige à laisser tomber tous les masques que tu as utilisés pour survivre. Ce n'est que lorsque tu cesses de te mentir, ne serait-ce qu'une minute, que le véritable changement commence. La réalité, sans embellissement, est le seul sol ferme sur lequel tu peux te reconstruire. Tout le reste n'est qu'une pause dans la chute. La vie ne se négocie pas avec des illusions. Regarde ce qu'il y a, pas ce que tu souhaites voir. C'est la porte de sortie. La vérité sans filtre fait mal, mais c'est la seule qui te rend ta dignité. 9. Donne sans te perdre dans l'autre. Remettre ton énergie à quelqu'un sans tracer de frontières, c'est comme vider un compte bancaire que tu ne vérifies jamais. Convaincu que le solde est infini simplement parce que l'émotion du moment te fait croire cela. Tu laisses l'autre personne retirer ce qu'elle veut, attention, temps, faveur, présence, sans regarder le coût réel sur ta stabilité. Ce n'est pas de la générosité si tu termines épuisé. Ce n'est pas de l'amour si, en donnant, tu t'effaces au point de ne plus savoir où tu commences et où l'autre finit. Tu n'as pas de mérite à disparaître au nom de l'affection. Tu as peur de perdre la peu de valeur que tu t'es attribuée si tu cesses d'être utile ou nécessaire. Il y a un vieux piège ici. Tu crois que donner plus te rend plus digne, alors qu'en réalité, cela te rend juste plus invisible à toi-même. Personne ne te rendra ce que tu donnes sans conscience. On appelle cela l'épuisement, pas la connexion. L'attachement te vend l'idée qu'aimer, c'est fusionner, diluer tes limites, t'adapter à chaque besoin de l'autre jusqu'à oublier tes propres priorités. Mais cette remise sans mesure est un pur abandon déguisé en don. Donne oui, mais ne te trahis pas. Si en donnant tu commences à négocier ta dignité, ton temps ou ta santé, ce que tu remets cesse d'être un cadeau et devient une auto-élimination. Le stoïcisme ne te demanderait jamais de te sacrifier au nom d'un autre. Il exige que tu sois si clair avec toi-même que tu ne confondes pas générosité et auto-abandon. Tu es là pour partager, pas pour te dissoudre. Si tu as besoin de te perdre dans l'autre pour te sentir précieux, tu n'aimes pas, tu t'utilises comme monnaie d'échange. Il est facile de s'excuser en disant que c'est comme ça que tu es, que ta nature est de tout donner, que le véritable amour n'a pas de limite. Mensonge. C'est le récit confortable de celui qui craint de rester seul et préfère sacrifier sa paix plutôt que d'affronter le vertige de prendre soin de soi en premier. Ne te trompe pas. Personne ne respecte celui qui est toujours disponible, qui cède toujours, qui s'oublie toujours pour plaire. Le monde ne va pas te récompenser pour ta capacité à disparaître. L'auto-remise totale n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Tu veux conserver la relation, mais tu te perds. Tu veux être indispensable et tu t'évanouis. Phrase emblématique. La générosité qui t'annule n'est qu'une autre forme de mendier. Cesse d'appeler amour ce qui est en réalité peur d'être irrélevant.
Donne, mais ne te perds pas dans l'autre. Apprends à dire jusqu'ici, même si ta voix intérieure t'accuse d'égoïsme. Le véritable respect commence lorsque tu mets tes propres limites en avant, sans remords ni justification. Personne ne te rendra la dignité que tu abandonnes toi-même. Ne confonds pas remise et soumission. Ne te sauve pas en disparaissant. Si tu n'es pas capable de te soutenir en donnant, tu ne fais que perpétuer la chaîne de l'attachement. Le véritable amour commence lorsque tu es capable d'être, mais aussi de partir sans t'effondrer de l'intérieur. Donne, mais ne te perds pas. C'est cela le respect, pas l'orgueil. 10. Choisis la clarté plutôt que l'illusion. L'illusion est addictive, mais la clarté est la seule chose qui libère. Personne ne t'apprend à préférer la vérité brute à la fantaisie confortable, car faire face à ce qui est, sans maquillage, fait plus mal que n'importe quelle caresse d'espoir. Tu as grandi en croyant que s'accrocher à ce qui est possible est un acte de foi, alors qu'en réalité, c'est juste la peur de ne plus avoir d'arguments pour continuer à espérer. L'esprit construit des labyrinthes pour éviter de traverser le désert de l'incertitude. Tu réinterprètes des signaux insignifiants, tu remplis les vides avec des promesses imaginaires et tu te convaincs que, si tu insistes suffisamment, la réalité va céder à tes désirs. Mais pendant que tu choisis le confort de l'illusion, tu te déconnectes de ta propre force. Tu repousses des décisions, tu nies l'évidence et tu perds l'opportunité de reconstruire ce qui dépend vraiment de toi. Chaque fois que tu cherches des excuses pour ne pas lâcher prise, tu paries contre ta propre paix. Le conflit intérieur est brutal. Une partie de toi sait parfaitement ce qu'elle doit faire, mais l'autre résiste, accrochée à l'illusion que les choses peuvent être différentes si tu fais un peu plus d'efforts, si tu justifies le silence, si tu interprètes l'indifférence comme un message codé. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est l'incapacité d'accepter que l'histoire est terminée et que ta valeur ne réside pas dans le fait d'essayer de revivre ce qui a déjà expiré. La clarté fait mal, car elle signifie renoncer à la fantaisie, perdre le prétexte pour continuer à retarder le deuil et assumer qu'aucune quantité de pensée obsessionnelle ne te ramènera ce que tu as perdu. L'illusion est un refuge, mais aussi une cellule. Plus tu l'alimentes, plus tu te fragilises. Le mécanisme est simple. Chaque fois que tu choisis l'illusion plutôt que la clarté, tu renforces l'habitude de ne pas te sentir complet sans l'autre. Tu préfères un mensonge réconfortant au vide honnête du détachement. Mais il n'y a pas de véritable avancée sans traverser ce vide. Accepter la vérité est un acte de respect envers toi-même, même si personne ne l'applaudit. La clarté n'apporte pas toujours un réconfort immédiat, mais elle apporte du pouvoir. Elle te redonne la faculté de décider depuis la réalité, pas depuis l'auto-tromperie. Ce n'est pas facile de regarder en face ce qui fait mal, mais c'est le seul chemin qui te permet de lâcher la dette émotionnelle et de commencer à construire une stabilité qui ne dépende de personne. La clarté est inconfortable, mais l'illusion te paralyse. Arrête de nourrir l'espoir qui ne sert qu'à retarder ta liberté. Choisis de voir ce qui est, pas ce que tu souhaites qu'il soit. L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la véritable autonomie. Tu n'es pas faible en lâchant une fantaisie, tu es fort en osant regarder la réalité et continuer à avancer. La clarté dérange, mais l'illusion te maintient stagnant. Décide de quel côté tu veux être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart ne l'admettent pas, mais la vérité est que de nombreuses vies s'effondrent parce que l'esprit n'a jamais été entraîné à résister. On parle des émotions comme si elles étaient des boussoles infaillibles, mais en pratique, se laisser emporter par ce que l'on ressent est une recette sûre pour la confusion et le regret. Aujourd'hui,
Le monde applaudit l'authenticité émotionnelle, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est le prix. Des relations brisées, des opportunités perdues, une paix intérieure qui semble toujours être en dette. La vérité inconfortable est que nous ne naissons pas avec un esprit prêt à diriger. Il faut construire ce muscle, jour après jour, avec discipline et détermination. Les stoïciens l'ont compris. La qualité de votre pensée est le filtre qui détermine votre destin. Le désordre émotionnel n'est pas la liberté. C'est un esclavage déguisé. Et seul celui qui ose mettre des limites à ses impulsions découvre ce qu'est la véritable force. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de le remettre à sa place. Une vie gouvernée par l'émotion est fragile, réactive et au fond prévisible. Mais celui qui entraîne son esprit à penser avec vérité et à agir avec clarté devient maître de lui-même. Aujourd'hui, je te mets au défi. Ne prends pas le chemin facile de la réaction automatique. Décide d'être l'architecte de ton caractère, même quand c'est difficile, car seul un esprit discipliné peut soutenir une vie avec un but. La force mentale ne s'hérite pas, elle se forge. Entraîne ton esprit chaque jour. Arrête de te mentir. Ton esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient ton pire ennemi. Tu n'es pas spécial parce que tu ressens beaucoup. Il n'y a pas de mérite à laisser ton humeur dicter tes mots, tes actions et le cours de tes jours. Nous savons tous combien il est facile de se justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas m'en empêcher ». Mais c'est l'excuse de celui qui a décidé de vivre sans discipline. La vérité, même si elle fait mal, est que si l'esprit n'est pas renforcé, il devient esclave de n'importe quelle émotion passagère et t'entraîne vers des décisions qui finissent par te coûter cher. Il n'existe pas de liberté sans maîtrise mentale. Il y a ceux qui passent leur vie à répéter les mêmes erreurs, à perdre des relations précieuses, à freiner leur propre progrès et à multiplier leurs douleurs, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'imposer l'ordre en eux. C'est la dure réalité que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité urgente. Ce que tu ne disciplines pas te gouverne. Si tu ne choisis pas tes pensées, ce sont tes pensées qui te choisissent, et la plupart sont faibles, réactives et déformées par des années d'habitudes incontrôlées. Tu vis piégé dans une sorte de dette émotionnelle, payant des intérêts avec ta paix chaque fois que tu laisses l'impulsion gagner. La tranquillité et la force n'apparaissent pas par magie. Elles sont le fruit d'un effort inconfortable et constant. Les gens cherchent des solutions rapides, mais la seule véritable formule est la pratique quotidienne, l'engagement envers la vérité et la volonté d'affronter ses propres mensonges intérieurs. Ton esprit peut être ta prison ou ta liberté. Cette phrase n'est pas un ornement, c'est un avertissement que personne ne devrait ignorer. La culture actuelle te vend l'idée que tout exprimer et se laisser emporter est un signe d'authenticité. Mensonge. Si ce qui te domine est l'émotion sans filtre, tu n'es pas plus authentique, tu es plus vulnérable. Pourquoi certains restent-ils debout quand tout tremble autour? Parce qu'ils ne se permettent pas le luxe de réagir comme des automates poussés par n'importe quel courant émotionnel. Ils ont compris que la clarté et la force intérieure ne viennent que lorsque l'esprit occupe le siège du conducteur et que l'émotion est reconnue, mais pas obéie aveuglément. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le mettre à sa place. Les émotions peuvent te prévenir, mais c'est toi qui décides comment répondre. Penser avec vérité, analyser avant de parler, filtrer ce que tu acceptes comme vrai, c'est ça, l'entraînement mental. C'est inconfortable, c'est difficile, mais l'alternative est de vivre comme une feuille au vent, à la merci de tout ce qui se passe dehors et en toi. Discipline-toi ou paie le prix. Il n'y a pas de raccourci. Entraîner l'esprit chaque jour est le seul moyen de cesser d'être l'otage de tes états et de devenir enfin le maître de ta vie. 2. Ne suis pas tes émotions. Tu te lèves tard un matin comme un autre, l'horloge indique plus que ce qu'elle devrait et tu ressens déjà la pression dans ta poitrine. Tout commence parce qu'hier soir, tu t'es laissé vaincre par la paresse et maintenant, la journée commence en pente.
La première pensée qui te vient à l'esprit est que rien n'a de sens, qu'il vaut mieux rester un peu plus au lit. Tu décides d'ignorer tes responsabilités simplement parce que tu n'en as pas envie. Et pendant que tu justifies ce choix, tu remarques une séquence familière. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, ta journée se termine mal. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète chaque fois que tu laisses l'émotion tracer le chemin. Tu appelles ça écouter ton corps, être authentique, mais en réalité, c'est de la peur déguisée en sincérité. Accepter toujours le mandat de ce que tu ressens semble légitime, mais c'est la manière la plus sûre de te saboter. À l'intérieur de toi, l'esprit et l'émotion se disputent pour décider de la suite. L'émotion crie, exige une attention immédiate, te convainc que l'urgent est ce qui est important. L'esprit, si tu ne l'as pas entraîné, murmure à peine des arguments faibles. Là se révèle le piège. Tu crois que ce que tu ressens à l'instant est la vérité absolue, alors qu'en réalité, c'est juste une réaction passagère, un reflet automatique de tes croyances, de tes blessures, de tes attentes non satisfaites. Souvent, derrière cette émotion qui te tire, il y a une accumulation de vieilles habitudes, un manque de rigueur interne qui te maintient dans le même cycle que d'habitude. Ce n'est pas du courage de te laisser emporter par la peur ou la tristesse, c'est de la paresse mentale. Ce n'est pas non plus de l'honnêteté de réagir avec colère ou de fermer la porte quand on te blesse. C'est une simple incapacité à te réguler. Chaque fois que tu suis l'émotion sans filtre, le coup se multiplie. Tu perds en clarté, tu perds le contrôle et surtout, tu perds l'opportunité de grandir. Vivre ainsi, c'est laisser les rênes de ta vie entre les mains d'un mécanisme qui ne distingue pas le bien du mal, ni l'urgent de l'important. Les émotions, par nature, cherchent la sortie la plus facile, le soulagement immédiat, même si cela implique de s'éloigner de ce que tu veux vraiment construire. La discipline mentale commence lorsque tu t'arrêtes, observes l'impulsion et décides de ne pas lui obéir aveuglément. C'est ici que se joue la différence entre ceux qui sont esclaves de leurs états et ceux qui, bien qu'ils ressentent tout, choisissent d'agir avec un but. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse. Cette phrase devrait être gravée dans ta mémoire, parce que décider de ne pas suivre tes émotions n'est pas réprimer ni nier ce qui se passe en toi. C'est le reconnaître, le mettre à sa place et choisir consciemment la prochaine étape. La vraie force est d'avoir la capacité de sentir sans laisser cela te gouverner. Si tu ne le fais pas, chaque jour sera une répétition de vieilles erreurs, un investissement constant dans la même douleur. L'esprit se renforce chaque fois que tu résistes au premier élan et choisis le chemin qui ajoute, pas celui qui te retire. C'est ça la liberté. Agir guidé par la clarté, pas par l'urgence émotionnelle du moment. 3. La clarté exige une discipline mentale. Je vais être brutalement honnête. La clarté mentale ne surgit pas spontanément chez moi. Même en sachant ce qui est bon pour moi, je me retrouve à trébucher sur les mêmes impulsions encore et encore. Je me rends compte que penser clairement nécessite une vigilance constante, presque inconfortable, que je préférerais souvent éviter. Ce n'est pas un manque de connaissances ni de bonnes intentions. C'est cette tendance à laisser le facile devenir la norme, à tolérer de petites distorsions dans ma perception simplement parce qu'elles accommodent le désir du moment. L'esprit, si je ne le discipline pas, devient un espace où n'importe quel argument faible trouve sa place et finit par justifier ce que, au fond, je sais être médiocre. La clarté exige de passer chaque pensée au crible du soupçon, de détecter le piège de l'auto-tromperie et d'avoir le courage de se corriger même lorsque personne d'autre ne le remarque. C'est la partie inconfortable. Personne ne vous applaudit pour avoir pensé avec rigueur. Personne ne célèbre le fait que vous arrêtiez une réaction pour l'analyser. La reconnaissance est interne et souvent silencieuse. Ce que j'ai observé, c'est que la clarté n'est pas un état passif ni une qualité qui reste intacte d'elle-même. Elle dépend d'un processus actif de discipline mentale, de mettre des filtres sur les idées qui surgissent, d'examiner l'intention derrière chaque impulsion. Quand je ne le fais pas, le résultat est immédiat.
L'esprit se remplit de justifications, de récits biaisés, d'excuses qui me permettent d'éviter l'inconfort de faire face à la vérité. Il est surprenant de voir à quelle vitesse une petite concession mentale peut grandir pour devenir une décision qui pèse des jours, des semaines, voire des années. C'est pourquoi j'insiste, la discipline mentale n'est pas optionnelle si je recherche vraiment la clarté. C'est un travail quotidien, pas un luxe occasionnel. Le manque de discipline finit par déformer ma manière d'interpréter tout. Si je cède à la paresse mentale, ma vision se brouille et je commence à voir les obstacles comme impossibles, les gens comme des menaces, les opportunités comme des risques inutiles. Tout se distord parce que mon esprit n'est pas ferme dans l'analyse, mais relâché dans le confort de l'immédiat. Quand la clarté échoue, le coup est silencieux mais brutal. Je perds du temps, je perds des relations, je perds confiance en mon propre jugement. La clarté se paie par une discipline quotidienne. C'est la vérité que personne ne veut entendre parce que cela signifie un travail réel, pas seulement de bonnes intentions. Avoir de la clarté est, en essence, choisir l'effort de penser avant d'agir, d'examiner les motifs, de résister à la séduction de la réponse facile. C'est un processus délibéré de filtrer ce que j'accepte comme vrai et ce que je laisse passer. Chaque fois que je prends le temps de remettre en question mes propres arguments, de vérifier si ma réaction est vraiment fidèle à mes valeurs et non seulement à mon état émotionnel, j'entraîne le muscle de l'esprit. Ce muscle ne se développe pas avec de beaux discours, ni avec des théories. Il se développe avec une pratique inconfortable. Il n'y a pas de clarté sans rigueur. Si je permets à l'esprit de divaguer sans frein, je cède le contrôle et, tôt ou tard, ce que je perds, c'est la direction et le sens. La clarté qui demeure est celle qui se protège chaque jour par une discipline mentale. C'est la différence entre vivre avec un but ou à la dérive. 4. Décide avec raison, pas avec impulsivité. Il y a des décisions qui ressemblent à porter un sac à dos rempli de pierres sans s'en rendre compte. Une après l'autre, chaque réponse impulsive s'ajoute au poids, jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, tu ne comprennes pas pourquoi tout te coûte tant. Ce fardeau invisible s'accumule dans les gestes, dans la tension des épaules, dans le regard fatigué que tu évites dans le miroir. C'est ainsi que l'on vit quand on choisit par impulsion plutôt que par raison. Tu deviens prisonnier de réactions automatiques, de chemins mentaux que tu ne remets pas en question, de petites trahisons à ton propre jugement qui se remarquent dans la façon dont tu parles, dans les silences gênants, dans la sensation de ne pas être vraiment maître de ta vie. L'impulsion a la capacité de se déguiser en urgence, de te convaincre que tout ce que tu ressens mérite une réponse immédiate. Mais quand tu t'arrêtes et que tu examines le bilan de ces décisions, tu découvres que tu finis toujours par te devoir à toi-même. Observer une personne dominée par l'impulsivité, c'est remarquer des mouvements anxieux, des réponses brèves, une impatience qui s'infiltre dans le ton de la voix et dans la rigidité des mains. Il n'y a pas de calme dans ces actions, juste une séquence de pansements émotionnels, comme si elle essayait de masquer par des gestes rapides l'insécurité de ne pas avoir réfléchi à chaque pas. En revanche, quelqu'un qui décide avec raison a tendance à se mouvoir différemment. Il respire avant de répondre, soutient le regard. Ses mots ont un poids qui ne dépend pas de l'état émotionnel, mais d'une conviction intérieure. Il ne réagit pas au premier stimulus, mais filtre, examine, attend le moment propice. C'est ça, le véritable contrôle. Ce n'est pas de la froideur ni de la distance, c'est une discipline appliquée au quotidien. C'est préférer la clarté à la décharge momentanée. Décider avec raison, c'est libérer de l'espace pour ce qui compte. Cette phrase devrait être gravée dans chaque esprit aspirant à être maître de soi. La culture te pousse à agir rapidement, à ne pas rester en arrière, à sauter devant le moindre inconfort. Elle te dit que si tu n'exprimes pas tout ce que tu ressens, tu te trahis. Mais personne ne parle du prix. Les occasions perdues à cause de paroles prononcées sans réflexion. Les conflits inutiles qui éclatent par manque de contrôle sur l'impulsion. Les longues nuits où tu te reproches de ne pas avoir attendu une seconde de plus avant de décider.
L'esprit entraîné n'est pas celui qui réprime, mais celui qui traite, qui examine la valeur réelle de chaque émotion avant de lui accorder du pouvoir. Tu as vu des gens ruiner des relations, perdre des emplois, gaspiller des années, tout cela parce qu'ils ont confondu intensité et vérité, précipitation et sagesse. Ce ne sont pas les émotions qui ruinent la vie, mais l'habitude de leur obéir sans filtre. Décider avec raison n'est pas un geste héroïque, c'est une habitude construite dans le petit. Faire une pause avant de répondre, respirer quand la poitrine brûle, se demander si l'action ajoute ou soustrait. Il n'y a pas de croissance sans cette pause consciente. L'impulsion construit le chaos, la raison construit le destin. Si tu veux une vie qui avance, qui ne répète pas les mêmes erreurs qu'auparavant, tu dois entraîner ton esprit pour que la décision ne jaillisse pas de l'urgence, mais de la clarté. Au final, chaque jour est une nouvelle occasion de choisir quelle pierre tu portes et laquelle tu laisses derrière. Cela, et seulement cela, détermine ta liberté. 5. Fais de ton esprit ton leader. Arrête de jouer le spectateur. Ton esprit commande ou ta vie s'effondre. C'est aussi simple que ça. L'excuse d'être trop sensible ou que c'est comme ça que tu réagis est le déguisement préféré de ceux qui abandonnent avant même de commencer. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu te laisses emporter par ce que tu ressens sans y mettre un minimum de contrôle, tu abdiques du seul pouvoir réel que tu as. Il n'y a pas d'autocompassion qui justifie de vivre en pilote automatique, obéissant à des impulsions qui ne te laissent que des factures impayées. L'esprit est le leader que tu choisis ou le tyran que tu tolères. Si tu ne lui imposes pas de discipline, tu deviens l'otage de tes pires habitudes et de tes pires journées. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas la vie qui te sabote. C'est toi-même en permettant à chaque émotion de s'asseoir dans le fauteuil de commandement. La réalité est brutale. Personne ne prospère en laissant son monde intérieur se désorganiser. Les personnes qui avancent, qui ne se brisent pas au premier coup, sont celles qui ont compris que l'esprit exige un entraînement quotidien et que toute tolérance à l'auto-tromperie se paie cher. Le confort mental, se laisser aller vers ce qui est facile, est la recette parfaite pour une existence médiocre et répétitive. Si tu ne prends pas le contrôle, l'esprit se remplit de raisons inventées, de justifications bon marché, de petites concessions qui s'accumulent jusqu'à t'étouffer. Tu n'as pas besoin de discours motivants ni de belles phrases. Tu as besoin de rigueur. Fais de ton esprit ton leader, même si cela fait mal, même si cela dérange. Un esprit fort ne naît pas de la chance, mais de l'habitude de remettre en question chaque impulsion, de ne pas lâcher le volant quand l'émotion serre. Si tu continues à fonctionner en mode automatique, ton destin sera le même que d'habitude. Des relations brisées, des opportunités gâchées, une sensation constante de dérive. Les émotions veulent des raccourcis, mais une vie qui en vaut la peine se construit avec des décisions fermes, pas avec des décharges impulsives. Accepte une bonne fois pour toutes que l'authenticité ne consiste pas à obéir à chaque état intérieur, mais à diriger depuis la vérité, même quand il est plus facile de se taire ou de céder à la fatigue. Le leadership mental n'est pas théorique. Il se démontre lorsque tu refuses de répéter tes vieilles erreurs, lorsque tu choisis l'action qui ajoute même si cela coûte, lorsque tu fais face à tes justifications avec une honnêteté brutale. Qui ne gouverne pas son esprit ne gouverne rien. Cette phrase devrait faire mal, car c'est le miroir que personne ne veut regarder. Ne cherche pas de miracles externes. La paix, la force, la direction commencent le jour où tu cesses de négocier avec tes faiblesses et décides d'entraîner ton esprit comme ton principal atout. Chaque pensée non filtrée est une fissure dans ton caractère. Chaque impulsion non questionnée, une fracture dans ton destin. Fais de ton esprit ton leader, et tu verras comment la qualité de tes journées change. Si tu oses prendre les rênes, tu découvriras que la véritable liberté ne se ressent pas, elle se construit. 6. Remets en question tes pensées avant de parler. Personne ne te prévient assez. La plupart de tes pensées ne sont pas des vérités, ce sont des distorsions déguisées en certitudes.
Tu crois que parce que tu as une idée en tête, elle mérite d'être lancée dans le monde. Mais la réalité est que l'esprit, si tu ne l'examines pas, devient une usine à suppositions, à jugements hâtifs et à arguments contaminés par de vieilles blessures. Avant d'ouvrir la bouche, tu devrais te demander si ce que tu penses est le résultat d'une analyse honnête ou simplement le reflet automatique de peur, de ressentiment et d'attentes non satisfaites. J'ai remarqué en moi-même cette tendance à accepter la première pensée comme si c'était un signal infaillible, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est juste une défense, une réaction apprise, une façon de protéger l'orgueil ou d'éviter le malaise. L'impulsion de parler sans filtrer ce qui traverse l'esprit est l'un des moyens les plus rapides de perdre le contrôle sur la vie et sur les relations qui comptent le plus. Remettre en question les pensées avant de les exprimer est le véritable filtre entre une vie construite et une vie ruinée par des mots lancés dans la cécité. L'esprit joue des tours subtils. Il te fait croire que tes interprétations sont des faits, que ta version des choses est la seule possible et que tes réactions sont toujours justifiées par ce que tu ressens. Mais si tu t'arrêtes un instant avant de parler, si tu as le courage d'interroger en profondeur cette pensée qui insiste pour prendre le contrôle, tu commences à remarquer combien de fois ce que tu allais dire n'était simplement qu'un mélange d'insécurité et d'habitude. La clarté nécessite cet effort inconfortable de remettre en question l'autorité de la voix intérieure. Est-ce que ce que je suis sur le point de dire est vrai, ou est-ce juste ce que je veux croire pour ne pas affronter mes propres limites? Dans cet espace bref entre penser et parler se joue la différence entre le conflit et le respect, entre la destruction et la croissance. Toutes tes pensées ne méritent pas d'être prononcées. Cette phrase devrait être un rappel constant, car la discipline de filtrer avant de parler est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui vivent enchaînés aux conséquences de leur impulsivité. J'ai vu comment un mot lâché sans réflexion peut créer une dette émotionnelle impossible à régler. Il m'est inconfortable de reconnaître combien de fois j'ai blessé, éloigné ou affaibli la confiance simplement parce que j'ai refusé d'examiner honnêtement mes propres pensées avant de les rendre publiques. L'entraînement mental inclut cette étape, mettre chaque idée à la lumière de la vérité, désamorcer le mécanisme de la réaction automatique et me demander si ce que je vais dire ajoute, construit ou n'est qu'un déversement déguisé en sincérité. Parler sans filtre, c'est laisser ta vie entre les mains du hasard. Si tu cherches vraiment une vie solide et des relations qui résistent, apprends à te méfier de tes premières pensées. La discipline consiste à faire une pause, à examiner l'origine de ce que tu penses et à décider en toute conscience si cela mérite d'être dit. Car un mot non remis en question peut te coûter des années de paix, et personne d'autre ne paiera ce prix à ta place. 7. Les émotions sont des signaux, pas des chefs. Tu sens comment ton cœur s'accélère à peine tu lis un message inattendu sur ton téléphone. Un simple texte change la température de ton corps. Tu commences à construire des histoires en quelques secondes. Et, avant même de t'en rendre compte, tu as déjà une réaction prête à être envoyée. Cette tension dans ta poitrine n'est pas un accident. Ton système émotionnel s'active et tout ton organisme te pousse à répondre rapidement, à clarifier, à te défendre ou à chercher une réponse qui apaisera cet inconfort immédiat. À ce moment-là, il semble impossible de différencier ce que tu ressens de ce que tu devrais faire. Mais si tu prends le temps d'analyser le mécanisme, tu verras que ce que tu appelles intuition ou vérité émotionnelle est en réalité un signal biologique, une alerte du corps qui te prévient simplement de quelque chose. Ce n'est pas un ordre, c'est un avis. L'erreur la plus courante est de confondre ce signal avec une directive indiscutable. Et alors tu agis sans filtre, comme si l'émotion savait ce qui est le mieux pour toi. C'est ainsi que commencent les malentendus, les réponses hâtives, les discussions qui se compliquent simplement parce que personne n'a pris le temps de filtrer ce qu'il ressentait avant d'agir. Le processus est simple, mais létal, si tu ne l'identifies pas. L'émotion arrive d'abord parce qu'elle est faite pour te protéger rapidement, pour te donner des informations sur une menace potentielle,
une perte ou un désir urgent. Sa fonction n'est pas de décider à ta place, mais de t'avertir qu'il y a quelque chose qui mérite de l'attention. Le problème est que, s'il n'y a pas un esprit entraîné derrière, l'émotion devient chef et la raison est reléguée au fond, n'apparaissant que lorsqu'il est déjà trop tard. C'est la racine de nombreuses décisions impulsives qui se transforment ensuite en poids accumulés, des mots lancés sans réfléchir, des promesses brisées, des portes fermées par fierté, des opportunités gâchées par peur. L'esprit non entraîné accepte n'importe quelle émotion comme un mandat et en paie le prix sous forme de conséquences qui durent bien plus longtemps que l'impulsion. Si tu analyses honnêtement les moments où tu as perdu ton calme ou cédé à l'anxiété, tu verras que l'émotion t'a donné une information, mais la réaction était la conséquence de ne pas l'avoir filtrée par la raison. Il est essentiel de comprendre cela. Les émotions montrent où se trouve la tension, le désir ou la blessure. Mais seul l'esprit discipliné décide de la prochaine étape. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'interpréter. La clarté arrive lorsque tu peux regarder ton état intérieur et te demander « Est-ce juste une réaction automatique ou est-ce une donnée utile pour mieux décider ?» C'est là que se définit le leadership mental. Laisser l'émotion diriger, c'est renoncer à ton jugement. L'utiliser comme signal, pas comme chef, est le véritable acte de liberté. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis la clarté et non depuis l'urgence émotionnelle, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. Les émotions sont le système d'alarme, mais c'est toi qui décides s'il faut évacuer le bâtiment ou simplement ouvrir une fenêtre. Ressens, mais n'obéis pas aveuglément. C'est la différence entre une vie à la dérive et une vie dirigée. Ton esprit doit être le leader, les émotions seulement le radar. 8. Protège ta paix intérieure avec fermeté. Je n'ai pas facile à l'admettre, mais ma paix intérieure a été, trop souvent, la première ressource que je sacrifie dans la journée. Il suffit d'un geste mal interprété, d'un message au ton inapproprié ou d'une petite contrariété pour que tout mon état intérieur se contamine. Et, sans m'en rendre compte, je cède le contrôle de ma tranquillité à n'importe quel facteur externe. Je sens mon corps tendu, ma mâchoire serrée, le rythme de ma respiration s'accélère et à cet instant, le monde se réduit à ce problème minime qui, pour une raison quelconque, je laisse grandir jusqu'à tout envahir. Je me suis vu défendre mon point de vue avec une intensité absurde, juste pour ne pas tolérer l'inconfort de rester silencieux. J'ai remarqué comment une mauvaise nouvelle peut me voler ma sérénité pendant des heures, même lorsque, objectivement, rien de grave n'a changé. Il est humiliant de constater que la paix, cet état qui devrait être mon refuge, est si fragile lorsque l'esprit n'est pas entraîné à la protéger avec fermeté. Il est curieux de voir dans le corps, lorsque l'esprit n'a pas mis de limites claires, le dos se courbe, les yeux cherchent le sol, l'estomac se ferme et la voix tremble en parlant, comme si tout mon système était programmé pour perdre sa stabilité face à n'importe quel stimulus. Dans ces moments-là, la paix intérieure semble un luxe, quelque chose hors de mon contrôle, et je me surprends à chercher des coupables à l'extérieur, comme si le monde avait l'obligation de ne pas me déranger. Mais la vérité est plus inconfortable. La paix ne se perd pas, elle se donne. Chaque fois que je permets à une émotion de dominer ma réaction, je cède un espace mental précieux. Chaque fois que je laisse une opinion extérieure définir ma journée, je renonce à ma souveraineté intérieure. C'est un mécanisme presque invisible. Je justifie l'irritation, je normalise le ressentiment, et à la fin de la journée, la seule chose que je récolte est la fatigue et la sensation de m'être trahi moi-même. Protéger la paix intérieure exige un effort plus physique qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances soient favorables, mais de construire, geste après geste, une défense consciente. Je ferme les yeux, j'inspire profondément, et je décide de ne pas m'impliquer dans chaque provocation, de ne pas répondre à chaque stimulus, de ne pas laisser l'extérieur s'installer dans mon espace le plus intime. Il y a une dignité silencieuse à ne pas réagir,
à garder son calme, même lorsque l'environnement invite au chaos. La paix est une frontière, pas un cadeau. Cette phrase, je la garde gravée dans les jours difficiles, car elle me rappelle que personne ne défendra ma sérénité à ma place. Il est de ma responsabilité personnelle de protéger mon intérieur, de fixer des limites claires et d'être implacable avec ce que je permets d'entrer dans mon esprit. Si je cède à chaque pression, si je baisse ma garde face à chaque désagrément, ma vie devient une succession de sursauts et de pertes inutiles. La véritable fermeté ne se voit pas dans la façon dont tu fais face aux grands problèmes, mais dans la vigilance quotidienne face aux petites attaques à ta tranquillité. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est une habitude. Choisir chaque matin de ne pas céder ma paix à la première chose qui se produit. Défendre ta paix, c'est défendre ta vie. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, et c'est pourquoi ils vivent fatigués, dispersés, sans un noyau solide auquel revenir. Ce n'est que lorsque je fais de la paix ma priorité et que je la protège avec discipline, que je trouve la force et la clarté nécessaires pour ne pas me perdre dans les fluctuations de la journée. Il ne s'agit pas de s'isoler ni de réprimer ce qui surgit, mais de gouverner avec fermeté l'accès à mon intérieur. Et ce contrôle, bien qu'il soit inconfortable et exige des renoncements, est le seul chemin vers une vie qui ne se brise pas face à n'importe quel vent extérieur. 9. Ne réagissez pas, répondez avec contrôle. Réagir, c'est comme jeter un verre d'eau par terre et attendre que le liquide décide de la forme qu'il prendra. Un pur débordement, un pur désordre, juste un chaos immédiat. Chaque fois que vous agissez sans filtre, sans freiner l'impulsion, vous remettez votre destin au débordement de vos émotions, comme si le désastre qui suit ne vous importait pas. Vous vous vendez le mensonge d'avoir du caractère parce que vous êtes intense, mais en réalité, vous n'êtes qu'une personne incapable de poser une limite interne. La réaction automatique est le refuge confortable du faible. Vous sautez, vous criez, vous cédez, simplement parce que votre système ne tolère pas l'inconfort de faire une pause et de réfléchir. Il n'y a aucun mérite à être otage de chaque décharge émotionnelle. La réaction incontrôlée est le signe le plus clair que vous avez renoncé à la maîtrise de votre propre mécanisme mental. La plupart cherchent des excuses pour rester les mêmes. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça que je suis. Ça me vient naturellement. Faux. Ce n'est pas de l'authenticité. C'est de la paresse déguisée en sincérité. Celui qui répond avec contrôle n'est ni plus froid ni plus distant. C'est simplement quelqu'un qui ne tolère pas de vivre aux dépens de ses propres faiblesses. Contrôler la réponse n'est pas de la répression, c'est sélectionner avec une précision chirurgicale ce qui mérite de sortir de vous et ce qui est mieux de laisser mourir dans le silence. Si vous n'êtes pas capable de mettre ce filtre, votre vie sera une somme de conséquences que vous ne vous souvenez même pas avoir choisies. Chaque réaction incontrôlée est une fracture invisible dans votre caractère, une occasion manquée de construire respect, clarté et but. Ne confondez pas vitesse avec intelligence ni intensité avec vérité. Celui qui réagit est toujours en retard par rapport aux faits, ramassant les morceaux de ce qu'il a brisé dans la précipitation. Cessez d'attendre que la vie vous récompense pour votre sincérité brute. Ce que vous recevez, c'est le poids de décisions que vous auriez pu diriger avec un minimum de rigueur mentale. La véritable discipline se trouve dans la seconde inconfortable, juste avant de déclencher la réponse automatique. Là, dans cet espace bref, se définit si vous êtes maître ou animal de compagnie de votre état interne. Vous n'êtes pas un animal programmé pour sauter à chaque stimulus. Vous êtes responsable de ce que vous choisissez de construire dans chaque réponse. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que vous décidez de faire avec cela. Cette phrase devrait faire mal, parce que si vous continuez à réagir sans contrôle, je vous garantis que chaque jour, vous accumulerez une dette que vous ne pourrez payer qu'avec plus de fatigue, plus de culpabilité et moins de dignité. Le véritable pouvoir réside dans le fait de répondre avec contrôle, de transformer l'énergie de l'impulsion en clarté appliquée.
Ce qui est difficile, ce n'est pas de ressentir, c'est de ne pas obéir aveuglément. Chaque fois que vous vous arrêtez et choisissez la réponse et non la réaction, vous renforcez votre caractère et montrez que vous n'êtes pas esclave de ce qui se passe en vous. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. C'est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui ne font que répéter la même histoire que toujours. 10. Construis une force mentale, pas une fragilité. La force mentale se forge. La fragilité ne s'hérite que si tu décides de ne rien faire. Le reconnaître me dérange. L'esprit, si je ne l'entraîne pas, devient un terrain fertile pour le doute, le ressentiment et la plainte. La fragilité n'est pas un défaut visible, c'est un mécanisme interne silencieux qui s'active chaque fois que je choisis le confort plutôt que l'effort. Je me suis surpris à chercher des excuses pour justifier mes faiblesses, rationalisant chaque réaction impulsive, comme si je ne pouvais rien faire d'autre. Mais la vérité est inconfortable. Chaque fois que je cède à la facilité, j'accumule une dette interne qui ne se paie pas avec de l'autocompassion, mais avec le prix des opportunités perdues et des relations endommagées. La force mentale n'apparaît pas soudainement. Elle se construit avec la patience de celui qui est prêt à se déranger chaque jour. Il ne s'agit pas de se durcir au point de ne rien sentir, mais de ne pas permettre à chaque émotion transitoire de dicter la qualité de mes journées. Les croyances que je tolère en moi sont le moule de mon caractère. Si j'accepte que l'esprit ne peut pas être discipliné, je me condamne à vivre en pilote automatique, répétant des schémas que je connais par cœur et qui ne font que m'enfoncer davantage dans le même cycle. La fragilité s'installe lorsque je crois que ce que je ressens est incontestable, que la douleur de l'effort est un signe que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, c'est juste le symptôme que l'esprit résiste à la croissance. Je m'observe en train de procrastiner des décisions, cherchant un soulagement immédiat dans des distractions, justifiant un manque de rigueur avec des arguments qui semblent convaincants seulement parce qu'ils me font économiser le travail de me défier. C'est là le véritable origine de la fragilité, le refus de soutenir l'effort inconfortable de penser avec vérité. Construire une force mentale, c'est m'obliger à rester présent lorsque tout en moi veut fuir. C'est remarquer l'impulsion de réagir, de céder, d'abandonner l'engagement et décider de rester un moment de plus dans l'effort. Personne ne voit ce combat intérieur, mais le résultat se fait sentir avec le temps. L'esprit devient moins vulnérable à la critique, moins réactif au rejet, moins dépendant de l'approbation extérieure. La force ne crie pas, elle soutient. Cette phrase, je la répète lorsque mon esprit cherche des raccourcis, lorsque la tentation d'abandonner semble légitime. Ce qui différencie ceux qui résistent des autres, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de mettre chaque sentiment à sa place et de ne pas laisser cela dominer la direction de la vie. La fragilité est le prix de ne pas s'entraîner. La force est le gain de chaque décision inconfortable, chaque pensée remise en question, chaque impulsion résistée. Il n'y a pas de secret, ce que tu n'entraînes pas s'affaiblit. Si tu veux une vie qui ne s'effondre pas à chaque coup, entraîne ton esprit jusqu'à ce que la clarté et la fermeté soient ta réponse automatique et non l'exception. La véritable force est invisible pour les autres, mais se ressent dans la dignité de savoir que, même si le monde presse, ton esprit ne se brise pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.